écoutez, merci beaucoup d'être là. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jacques Lecomte. Bienvenue Jacques. Ouais. Jacques, tu es docteur en psychologie, Ouais. président d'honneur de l'Association française de psychologie positive, et tu as écrit des dizaines d'ouvrages. Une dizaine. C'est déjà ça. Pour toi, coopération, confiance en l'autre et bienveillance sont bénéfiques pour tous, et tu vas jusqu'à affirmer que la finalité première de l'entreprise, c'est le bien commun. Ouais. Raconte-nous tout ça. Bon, très bien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai, ça fait bien, docteur en psychologie, président d'honneur, tout ça. Moi, je suis assez content d'être président d'honneur de l'Association française de psychologie positive. Mais en fait, j'aime bien le mot donneur en un seul mot. Donc j'espère être un donneur, quelqu'un qui, j'espère, être altruiste. Les honneurs, ça me semble moins important que le donneur. Bon, les titres, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important, je pense. Alors, quand on pense aux entreprises par rapport au monde, très souvent, surtout dans les milieux, je dirais, alternatifs, dans lesquels je suis un petit peu parfois impliqué, on a l'idée que les entreprises, c'est l'horreur. C'est ça qui est en train de ficher en l'air la planète, l'humanité, tout ce que vous voulez, et que les patrons, c'est des sales patrons, c'est un peu le grand capital qui s'impose à la société. Et puis il y a une autre version, moins connue, parce que les médias en parlent moins, mais qui est celle des entreprises que je qualifie d'humanistes, des patrons humanistes, et pas seulement les patrons, toutes les personnes qui travaillent dedans, et effectivement, et qui peuvent changer le monde. Alors d'abord, je voudrais vous dire quelque chose, une petite info. Plusieurs sondages ont été faits en France, qui n'a pas la réputation par ailleurs dans des sondages d'être le pays où on est le plus heureux au monde, où on voit la vie de la manière la plus positive. Les Français, dans les sondages, ont une vision plus pessimiste de l'avenir que les Afghans et que les Irakiens. Vous voyez, ça vous donne une idée. Et on a demandé aux Français est-ce que vous vous sentez heureux? Alors, soit très malheureux au travail, soit malheureux, soit moyen, soit heureux ou très heureux. Et on leur a demandé de répondre. Et la réponse à cette question, eh bien, elle est, dans les sondages, 75% des Français se disent heureux ou très heureux au travail. C'est des sondages qui ont été faits dans Le Monde, dans le Nouvel Obs et dans le Pèlerin ces dernières années. Et les chiffres sont en augmentation au fil des ans. Alors, ce n'est pas forcément l'idée qu'on a, parce que quand on nous parle des entreprises dans les médias, eh bien, c'est plutôt le burn-out, c'est plutôt le harcèlement et le chômage qui sort. Alors, j'aimerais vous montrer donc cette autre vision, et de partir d'une conception actuelle qui se développe du leadership. Souvent, quand on a la vision du leadership, eh bien, il y a des termes comme charismatique, entreprenant, qui entraînent les troupes, ou avant, qui a un côté dominateur. Et il y a une autre notion qui se développe, qui s'appelle l'esprit du serviteur-leader, du leader-serviteur. Alors, ça a été inventé il y a quelques dizaines d'années par un Américain qui était cadre et qui, une fois arrivé à la retraite, s'appelle Robert Greenleaf, il s'appelait puisqu'il est décédé, et il a écrit dans un livre sa vision et son action et celle de collègues qu'il connaissait. Et il dit, un leader, c'est d'abord un serviteur. Et ça, c'est vrai dans le monde du travail, mais vous avez une citation que j'aime beaucoup de Mandela. Mandela, le jour où il est sorti de prison, il y a des millions, des centaines de millions de gens qui le voient à la télé. Le jour où il sort de prison, il va faire son premier discours. Et à un moment dans son discours, il dit « Mes amis, je viens devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur. » Et un certain nombre de responsables dans les entreprises se considèrent d'abord comme des serviteurs. Il s'avère que, donc j'ai écrit un livre sur ce thème, mais la personne parmi les patrons que j'ai rencontrés qui m'a le plus impressionné, eh bien, elle habite et elle travaille à Nantes. Et voilà, et c'est devenu un ami au point que j'ai dormi chez lui hier. J'aimerais vous parler un petit peu de lui, et puis après d'autres situations, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Hubert Boisredon, qui a repris la direction d'une entreprise il y a une douzaine d'années,
Et quand il a repris la direction, ça passait pas bien du tout au niveau des relations sociales, les relations entre les syndicats et la direction. Un syndicaliste m'a dit, on était reçus à la Kalachnikov par la direction. Et j'ai dit, comment vous y alliez? Ah ben nous, on emmenait la Kalachnikov. Bon. Aujourd'hui, les relations sont beaucoup plus paisibles. Mais surtout, Hubert Borodon m'a dit, pour moi, une entreprise, c'est comme un collier de perles. Ce qui est important, c'est de voir la beauté du collier, et le rôle du dirigeant, c'est de rassembler les perles, c'est le fil qui rassemble les perles, qu'on ne voit pas le fil, qu'on voit ou qu'on ne voit pas le fil, c'est pas ça l'important, c'est qu'on voit la beauté du collier. Alors ça peut paraître assez sympa, mais sauf que moi j'ai discuté avec des cadres, avec des syndicalistes, des salariés, et qui m'ont dit à quel point cette personne était humble. Et ce qui m'a marqué chez un certain nombre de patrons que j'ai rencontrés, c'est quelque chose que je trouvais très paradoxal au début. C'est des gens qui sont à la fois très humbles et en même temps très ambitieux. Alors en général, ça ne va pas ensemble. Eh bien si, parce que c'est des personnes qui sont humbles dans leurs relations interpersonnelles, ils ne cherchent pas à dominer les autres, ils cherchent au contraire à faire émerger chez l'autre le meilleur de ce qu'il y a en elle-même, en cette personne. Ça, c'est le côté humble. Ils ne cherchent pas à se mettre en avant. Au contraire, ils mettent les autres en avant. Mais à côté de ça, c'est des gens qui sont extrêmement ambitieux dans leur vision pour changer le monde au service de l'humain, au service de la planète. Par exemple, Armor, l'entreprise dont je vous parle, eh bien, au début, elle a été créée, elle a inondé, je dirais, l'Europe de papier carbone. Bon, le papier carbone, ça ne se vend plus. On est passé, donc Armor est devenu un spécialiste de la fabrication des cartouches d'imprimantes. Ils sont passés aux cartouches d'imprimantes recyclées. Toutes les cartouches d'Armor sont entièrement recyclables, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et puis, depuis quelques années, ils ont recruté des personnes dans le domaine du solaire et pour faire du solaire souple. Hubert Borodon dit, moi je veux faire d'Armor une entreprise industrielle, un groupe industriel à vocation environnementale. Et par exemple, pour vous dire ce que ça veut dire, c'est que un des trucs essentiels, c'est le solaire souple, c'est-à-dire que nous, on voit le solaire comme étant des panneaux solaires. Là, le solaire souple, c'est des films solaires qu'on pourrait avoir, par exemple, sur du papier peint. On pourrait avoir de l'énergie, de la lumière dans nos maisons, simplement avec du papier peint. Mais transposons ça au pays, par exemple, subsahariens, avec des régions où il y a le problème du bois de feu, puisque les gens doivent faire la cuisine et on va couper le bois. Et bien là, par exemple, on pourrait avoir, par exemple dans des pays où il y a beaucoup de réfugiés, eh bien on pourrait avoir des films solaires sur les tentes de réfugiés, on pourrait avoir des films solaires dans des villages et avoir de l'électricité directement, de pouvoir faire la cuisine directement sans forcément toucher, donc sans toucher à la nature. Et donc, ce genre d'initiative, eh bien, c'est la vision d'une personne qui va transmettre cette vision et qui va ensuite eh bien, pouvoir faire ça. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis quelques années, on ne parle plus pratiquement du problème de l'ozone dans les médias. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Avant, on nous disait, il n'y a pas si longtemps, il y a une petite dizaine d'années, on disait que avec le problème de l'ozone, il va y avoir centaines de millions de personnes dans le monde qui vont avoir des cancers et toutes sortes d'autres problèmes. Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi les médias n'en parlent plus? Parce que l'ozone est en train de se régler. C'est quand même dommage que les médias nous parlent des problèmes quand ils sont là, mais ils ne nous disent pas quand les problèmes se règlent, et en particulier comment ils se règlent. Aujourd'hui, comparativement à ce qui se faisait il y a 30 ans, les industriels produisent et consomment 2% de produits détruisant l'ozone comparativement à ce qui se faisait il y a 30 ans. Ce qui veut dire qu'on ne détruit plus l'ozone aujourd'hui. Il y a une période où l'ozone diminue, enfin la couche d'ozone s'effilochait, on a arrêté de la diminuer et maintenant elle se reconstruit. En 2050, au rythme actuel, toute la couche d'ozone sera entièrement reconstruite. Autre exemple, international, pas mondial mais international pour l'Europe, le Rhin. Le Rhin, il y a 30 ans, c'était un des fleuves les plus pollués au monde, le plus pollué en Europe. C'était un cloaque à ciel ouvert. Le Rhin, sur les rives du Rhin, et particulièrement en Allemagne, c'est la plus grosse concentration au monde
à équivalence avec les Grands Lacs américains, la plus grosse concentration au monde d'industries pétrochimiques et sidérurgiques. On peut comprendre qu'il était si pollué. Mais aujourd'hui, le Rhin, c'est un fleuve où, depuis la source jusqu'à l'embouchure, on peut se baigner dedans. Le Rhin, c'est un fleuve où le taux de métaux lourds tels que le plomb est 10 000 à 20 000 fois inférieur aux standards sanitaires internationaux. Comment ça a pu se faire dans ces deux cas? Comment on est passé de cette situation dramatique à la situation actuelle? Eh bien, c'est ce que j'appelle, moi, la trilogie de la gouvernance. Dans le cas de l'ozone, vous aviez un homme qui s'appelle Mostafa Tolba, qui était directeur de l'Agence de l'ONU pour l'environnement. Et au fil du temps, il y a eu des alertes, d'abord par un scientifique, par d'autres, par les écolos, sur les problèmes de l'ozone. Les industriels, dans un premier temps, ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas nous. Bon. Après, ils disent oui, oui, bien sûr, c'est les fameux fluorocarbones, mais on ne peut pas les remplacer parce que c'est très efficace, ça coûte pas cher, c'est utile à toute l'industrie. Mostafa Tolba, il a rassemblé 3 univers. L'univers 1 des industriels, 2 des militants environnementalistes, 3 des ministres de l'environnement de pas mal de pays du monde. Et vous voyez bien que dans la situation initiale, les écolos considéraient les industriels comme des irresponsables environnementaux et les industriels considéraient les écolos comme des irresponsables économiques. Au milieu de tout ça, les ministres de l'environnement essayaient de faire la part des choses avec beaucoup de difficultés. Eh bien, ces personnes qui ne se parlaient pas, si ce n'est par médias interposés de façon assez parfois insultante, eh bien, Mostafa Tolba les a fait se mettre autour de la table. Et il a réussi à ce que des adversaires, voire des ennemis, deviennent des partenaires en les faisant se rencontrer, non pas seulement à travers leur titre, mais d'abord en tant qu'être humain. Et il a d'ailleurs privilégié non seulement les rencontres autour de la table, mais particulièrement les discussions dans les couloirs et tout ça. Voilà. Et ces personnes se sont vues comme des êtres humains réciproquement. Et il y a un engagement collectif qui s'est fait et qui tient toujours, et qui a résolu le problème de l'ozone. Quand je dis résolu, ce n'est pas définitif, puisque les substances ont mettent du temps à disparaître, mais le problème est virtuellement résolu. Pour le Rhin, ça a été la même chose. Il y a eu notamment un très grave problème, puisque une usine avait explosé en Suisse, et ça avait répandu des tas de produits chimiques dans les eaux. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, il faut arrêter tout ça, quoi. La situation actuelle est insupportable. Et là, c'est une ministre hollandaise des Transports, qui s'appelait Nathalie Kroes. Eh bien, elle a fait la même chose, elle a réuni les industriels, les écolos et les ministres de l'Environnement. Elle les a fait travailler ensemble, et ça a résolu le problème du Rhin. Ça résout le problème du Rhin avec des accords, comme pour l'ozone, qui étaient des accords non contraignants légalement. C'est-à-dire que si les entreprises s'engageaient, mais qu'elles ne respectaient pas, elles n'étaient pas sanctionnées. Au début, on a dit ça ne marchera pas. Parce que les entreprises, la seule logique qu'ils comprennent, c'est la logique de la contrainte, de l'obligation. Eh bien, ça a marché et des industriels ont dit, dans les deux cas, ils disent on n'aurait pas signé, on ne serait pas rentré si ça avait été avec des contraintes légales. On est rentré parce qu'on a dit, bon, on rentre, on verra. Oui, mais après, il y a une contrainte bien plus forte que la contrainte légale, c'est ce que j'appellerais la contrainte symbolique, la contrainte relationnelle, c'est qu'une fois qu'ils s'étaient engagés, eh bien, il y a une sorte d'obligation morale réciproque qui s'était mise en place. Pour vous dire que moi, qui suis spécialiste de la psychologie positive, eh bien, je pense que la psychologie positive, elle peut changer le monde. Là, en l'occurrence, c'est la coopération. C'est la confiance, c'est le choix de faire des ennemis, des partenaires. J'ai parlé il y a quelques instants de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est la même philosophie qu'il avait, pas seulement philosophie, c'est la même pratique qu'il avait. Nelson Mandela, lorsqu'il arrive au pouvoir, il ne faut pas rêver, il n'a pas une baguette magique. Qui détient encore le vrai pouvoir concret? Les ministres de la justice, de la police et de l'armée, par exemple, au moment où il arrive, après ça a changé, mais c'est quand même les Blancs qui maintiennent les rênes du pouvoir en Afrique du Sud. Et s'il avait dit, vous êtes tous des méchants, vous allez tous partir en prison,
je pense qu'on aurait eu un bain de sang et un retour à la case départ peut-être pire qu'avant. Mandela, et on le voit bien, par exemple, pour ceux qui ont vu le film Invictus, qui raconte l'histoire de la Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud, Mandela, il a fait un choix. Il a fait le choix de faire confiance à ses ennemis pour qu'ils deviennent des partenaires. Parfois, moi, je circule dans différents milieux et très divers, et j'entends souvent que oui, mais les autres, ils ne comprennent pas. Et chacun pense que, enfin, on a tendance, il y a une tendance naturelle, fréquente chez l'être humain, à considérer que nous, on a mieux compris, nous, on est plus sage, on est plus réaliste ou plus, je ne sais pas quoi, que les autres. Le problème, ce n'est pas nous, le problème, c'est les autres. Moi, je crois que cette idée, elle est erronée. Le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est de penser que le problème vient des autres. Chacun de nous, on a notre part à faire. Chacun de nous, on a quelque chose à faire. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, vous savez, c'est que il y a quelques années, on considérait que la seule finalité de l'entreprise, c'était le profit des actionnaires. Ça a été beaucoup enseigné dans les business schools et maintenant c'est un petit peu modifié. Et on dit non, pour qu'une entreprise soit performante, il faut qu'elle soit performante sur 3 P. Le P du profit, le P des personnes et le P de la planète. Ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. C'est formidable, mais quand on pense qu'on a changé de paradigme, mais quand on lit plus précisément ce qui est dit derrière, eh bien, et dans les textes, ça apparaît assez explicitement, on n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le discours qui est tenu, c'est de dire, pour qu'une entreprise fasse du profit, il faut qu'elle soit responsable socialement et environnementalement. En particulier, il y a des tas de contrats, en particulier pour des grosses boîtes, mais pas que. Il y a des tas de contrats qui stipulent en quelque sorte qu'il faut respecter des clauses environnementales pour pouvoir accéder, décrocher la proposition. Et donc, en gros, c'est stratégique. Moi, ce que j'ai vu dans les entreprises que j'ai visitées, eh bien, ce n'est pas du tout cette logique qui est présente. C'est des personnes qui pensent que ces 2 P, les personnes et la planète, le bien commun, le respect du bien commun, eh bien, c'est une fin en soi. Et du coup, moi, je suis arrivé à renverser la proposition. Au lieu de dire que la finalité de l'entreprise, c'est le profit, et pour y arriver, il faut faire de la responsabilité sociale et environnementale, eh bien, j'ai dit qu'on pourrait renverser la proposition, c'est-à-dire que, après tout, si on changeait de vision et qu'on considère que la finalité de l'entreprise, c'est le bien commun. La finalité de l'entreprise, c'est de se mettre au service des personnes et se mettre au service de la planète, et que pour ça, il faut que l'entreprise puisse être rentable, qu'elle puisse durer, et qu'elle puisse donc faire du profit. Ça peut paraître utopique. Des centaines d'entreprises, des milliers d'entreprises dans le monde le font, depuis des petites jusqu'à des entreprises multinationales. Elles sont rentables, ça marche. Et j'ai un immense espoir pour moi, pour l'avenir. Et en particulier, il m'est arrivé d'intervenir dans des business schools, devant des étudiants. Et j'aimerais terminer là-dessus. Et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, en particulier dans ces écoles, eh bien, estiment qu'ils veulent donner du sens à leur vie, donner leur sens à leur vie professionnelle. Et moi, je leur dis ceci, je leur dis, depuis des années, des dizaines d'années, les écoles de commerce vous vendent un rêve extraordinaire. Vous allez être les maîtres du monde, les maîtres économiques du monde. Et ça a fait rêver et partir sur les routes, au-delà des océans, des milliers de jeunes à la conquête du monde. Et aujourd'hui, il y a un rêve beaucoup plus formidable que vous pouvez viser. Vous pouvez devenir les serviteurs du monde. Et c'est beaucoup plus passionnant d'être serviteur du monde que d'être les maîtres du monde. Eh bien, je peux vous dire que lorsque je m'adresse à des étudiants d'école de commerce, eh bien, moi, j'ai eu toujours des applaudissements. À ce moment-là, les jeunes, ils sont... je ne dirais pas ils deviennent fous, mais ils sont en plein dedans. Ils viennent me voir après et ils me disent c'est ça que je veux faire. Moi, je veux être au service du monde, je veux mettre mes compétences au service du monde. Et donc, aujourd'hui, des entreprises, par exemple en France, Danone s'est associé, et sans esprit mercantile, je précise, s'est associé à Mohamed Younous,
le fameux inventeur du microcrédit, avant qu'il soit célèbre, avant qu'il ait le prix Nobel de la paix. Ils ont fait des actions communes. Vous avez Schneider qui s'est associé avec Gawad Kalinga, qui est une association aux Philippines. Gawad Kalinga, ça veut dire prendre soin. Et c'est un homme qui a décidé, un homme d'une famille modeste au départ, qui a fait des écoles des business schools, et puis qui à 40 ans s'est dit qu'est-ce que je fais de ma vie. Il a décidé de sortir 5 millions de Philippins, de ses compatriotes, de la pauvreté. Eh bien, vous avez Schneider qui aide au niveau de mettre des choses pour l'énergie. Ça a l'air de rien, mais ne serait-ce que la chaîne du froid, nous c'est banal, on a les frigidaires, mais la chaîne du froid, lorsque vous avez de la nourriture, eh ben, c'est bien qu'il y a quand même de l'énergie. Vous avez toutes sortes d'initiatives comme ça. Moi j'en connais en France, j'en connais à l'étranger. Et oui, j'affirme que des valeurs, des attitudes telles que l'empathie, la coopération, la bienveillance, la confiance en l'autre, le respect, c'est pas seulement quelque chose qui peut avoir du sens dans nos relations interpersonnelles, mais c'est des valeurs qui peuvent changer le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques, je crois qu'on peut l'applaudir. Des exemples concrets, une pensée positive, le bien commun. On est au cœur de la fabrique.